Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Côte d'Ivoire, notre dossier du jour s'intéressera aux enjeux du référendum constitutionnel dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Au sommaire également, tenir les délais constitutionnels est encore possible en République démocratique du Congo. C'est du moins ce qu'affirment des experts de l'ONU dans un rapport confidentiel. Et puis, le dialogue interburundais se poursuit à Arusha, en Tanzanie. Des pourparlers censés mettre fin à la crise politique qui dure depuis plus d'un an. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Adama Diomandé, bonsoir. Vous êtes président de l'Alliance pour la défense de la démocratie et des libertés, ADDL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Avec nous également sur ce plateau, Georges Aka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du secrétariat national extérieur du Front ivoirien. Merci d'être avec nous. Merci. Et notre éditorialiste, Jean-François Akandi. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Nazéla, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Il faut faire vite. Selon des experts électoraux onusiens, la présidentielle est encore possible dans les délais constitutionnels en République démocratique du Congo sous certaines conditions. Explication avec Elion Guindo. Il est encore possible de tenir les délais constitutionnels pour les élections en République démocratique du Congo. Selon une équipe d'experts sur les questions électorales, il n'est pas trop tard pour organiser les prochains scrutins électoraux en temps et en heure en République démocratique du Congo. Pour appuyer cet argument, un rapport confidentiel a été remis aux Nations Unies à New York. Ce document suscite colère et indignation au niveau de la commission électorale indépendante. Les experts onusiens disent cela parce qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre de leur résolution qui appelle au respect des délais constitutionnels. Ils n'ont qu'à publier le rapport s'ils sont si sûrs. Pourquoi le gardent-ils confidentiel ? Pour les experts onusiens, sans révision du fichier électoral, il serait encore possible de tenir les délais. Mais ceci risquerait d'exclure des millions d'électeurs comme les nouveaux majeurs ou la diaspora. Selon une source onusienne, le vainqueur de la présidentielle n'aura qu'une faible légitimité dans la mesure où l'élection n'aura qu'un tour et que l'électorat est morcelé. Ce point de vue, si réellement il est réaliste, il peut être salutaire pour la République démocratique du Congo parce qu'il va permettre à ce qu'il y ait l'alternance au pouvoir. Mais ce qui est évident, l'organisation des élections implique entre autres la révision du fichier électoral, implique entre autres aussi des moyens financiers. Mais il s'avère que pour le moment, la République démocratique du Congo est confrontée au regard du rapport fait par le pouvoir. La République démocratique du Congo n'a pas suffisamment de moyens pour organiser les élections au moment opportun. Pour la CENI, la prochaine élection présidentielle ne pourra pas se tenir avant le mois d'avril 2017. Le mandat du président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, devrait prendre fin en décembre 2016. Jean-François, vous êtes d'accord avec les experts de l'ONU? Vous pensez qu'il est encore possible d'organiser des élections dans les délais en République démocratique du Congo? Alors, je ne suis pas comme les experts de l'ONU, je n'ai pas eu accès aux données qui leur permettent d'affirmer cela. Je me borne à observer que les délais constitutionnels sont des délais constitutionnels. Et je le dis parce que dans cette discussion, notamment à propos de la République démocratique du Congo, il y a certaines voix qui se lèvent, y compris dans la CENI d'ailleurs, et qui résonnent comme si les délais constitutionnels étaient négociables et que les contraintes techniques étaient plus fortes que les prescriptions constitutionnelles. C'est quand même un comble. En principe, depuis les dernières élections, on aurait dû résoudre ces difficultés techniques en tenant en considération les délais constitutionnels. Pour moi, les délais constitutionnels ne devraient pas être négociables. Je sais bien qu'en disant cela, on l'entendrait comme un écho d'une certaine partie congolaise qui énonce cela, c'est l'opposition qui énonce cela la plupart du temps, mais ce n'est pas un parti pris. Mais bon, je note que dans ce rapport, il est indiqué que les élections peuvent se tenir. Alors, les élections peuvent se tenir à quelles conditions? Si les élections se tiennent, est-ce que ce serait pire qu'au Mali? Je ne crois pas.
Est-ce que ce serait pire qu'en République centrafricaine? Je ne crois pas. Est-ce que ce serait pire qu'au Congo-Brazzaville, puisque la décision, entre le moment de la décision par le président Denis Sassou Nguesso et les élections présidentielles, il s'est passé un laps de temps extrêmement court. Donc, ceci est à peu près possible. S'il le dit, c'est que c'est possible. Je note, enfin, pour finir, qu'il y a eu un certain nombre de choix qui ont été faits. Des choix qui ont été faits, notamment sur le plan financier, sur le plan du financement. Il y a eu des élections récemment, notamment pour la désignation des gouverneurs. Pourquoi ces élections avant les élections présidentielles? Pourquoi il y avait des moyens pour organiser ces élections et pas les élections présidentielles? Donc, pour organiser la présidentielle, tout est question de choix politique, et ce choix politique m'a l'air d'être un choix pour traîner en longueur et aller dans le sens de ce que la Cour constitutionnelle a dit. En traînant en longueur, le président a légitimité pour aller jusqu'à... on ne sait pas où. Monsieur Diomandé, quel est votre point de vue sur cette question? Oui, moi je pense que le président Kabila veut s'éterniser au pouvoir. Il n'y a pas de raison qu'il ne... Ça fait plus de 10 ans qu'il est au pouvoir et n'a pas pouvoir organiser une élection à la date prévue. Ça, c'est vraiment le comble. Moi, je pense que l'Union africaine et la communauté internationale doivent faire pression sur M. Kabila pour que réellement il va aux élections. Il a déjà mis le Conseil constitutionnel de son côté, puisqu'on lui a donné quitus, il peut rester au pouvoir quand il voudra. Bon, il n'a pas besoin d'organiser... Jusqu'à ce que les élections soient organisées. se fassent, il n'a pas besoin d'aller aux élections. Et en plus, il est en train d'éloigner son opposant. C'est lui qui peut le battre aux élections. Il est en train de l'éloigner. Monsieur Aka, très rapidement. Justement, je partage l'analyse de mes prédécesseurs sur la question du respect de la Constitution et puis de la volonté des chefs d'État africains de confisquer le pouvoir d'État. Le président Kabila a fait ces 2 mandats. Je pense qu'il serait plus sage de sa part de céder et d'organiser des élections. C'est une manœuvre politicienne. Bon, aujourd'hui, la situation est donnée. Les experts disent que c'est possible d'organiser des élections. Et moi, je pense que dans ce débat-là, puisque nous n'avons pas toutes les données, il serait intéressant d'associer la classe politique de l'opposition pour qu'il y ait un dialogue franc avec le pouvoir en place et les experts ou la communauté internationale, de sorte à trouver un consensus sur le processus. Mais ce ne serait pas très très franc ou sincère de ma part, pour eux, qu'ils organisent ces élections-là en écartant l'opposition. D'ailleurs, ça se voit, il y a une traque des opposants, même l'opposition, si je crois, boude le dialogue politique. Tout ça, ce n'est pas fait pour la stabilité et la sérénité du scrutin à venir. Donc je pense qu'il faut plutôt voir les choses de façon sincère. Autre chose, c'est le rôle de la communauté internationale dans cette affaire. La communauté internationale a suivi la gestion de Kabila durant ces 10 années. Et pourquoi c'est seulement, je ne sais pas, quelques moments de la fin du mandat que les experts s'impliquent davantage dans le processus, alors que depuis, les signaux étaient là et il fallait s'y prendre plus tôt. Merci, Monsieur Aka. Dans l'actualité également, les pourparlers de paix interburundais ont repris samedi 21 mai à Arusha en Tanzanie sous l'égide de l'ancien président Benjamin Mkapa et de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Officiellement, la principale force de l'opposition est absente. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamdem. Poursuite du dialogue interburundais à Arusha. Des pourparlers qui ont repris ce samedi 21 mai 2016 dans la capitale tanzanienne et qui visent à mettre un terme à la crise qui secoue le Burundi depuis l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. Pour ce premier round de discussion, le facilitateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, a rencontré séparément à huis clos les différentes parties prenantes présentes à Arusha. Ce round, le facilitateur a beaucoup plus écouter les participants, les différents groupes de participants au dialogue. Il n'y a pas encore eu de confrontation entre les groupes ou entendre des débats contradictoires. Le médiateur est en train d'écouter tout le monde pour après élaborer une certaine méthodologie de travail. Le dernier jour, c'est le 24 mai 2016. Cette fois-ci, il va certainement faire un briefing à tous les participants au dialogue
avant de procéder à la clôture de ce premier round de dialogue. Toutefois, pour ces partis d'opposition, ces pourparlers sont compromis par l'absence récriée du Sénarède. En effet, la plus grande coalition de l'opposition burundaise, n'ayant pas été invitée dans son ensemble, a décidé de boycotter les discussions d'Arusha qu'elle juge biaisées. De son côté, le gouvernement se défend de toute partialité et se dit disposé à entamer le dialogue avec tous les partis d'opposition qui répondent aux critères imposés par la communauté internationale. Notre gouvernement a dit qu'il est prêt et ouvert aux discussions avec tous les acteurs politiques qui sont pacifiques. Les déclarations des organisations internationales sur le Burundi sont claires. Elles ont défini une catégorie d'acteurs qui devraient être autour de la table et ceux-là doivent être pacifiques. Cela est indiqué dans les résolutions 32, 48 et 2279 des Nations Unies. Les précédentes tentatives, notamment de l'Union africaine pour tenter de trouver une issue à la crise que traverse le pays des Grands Lacs, ont toutes échoué. Depuis le printemps 2015, les violences au Burundi ont fait plus de 500 victimes et forcé plus de 270 000 personnes à fuir leur pays. Cette nouvelle session de pourparlers prendra fin mardi 24 mai 2016. Une sortie de crise par le dialogue au Burundi, vous y croyez encore, Monsieur Aka ? Oui, de toute façon, en politique, la voie la plus, on va dire, suggérée, celle de la négociation. Donc, utiliser la voie de la violence serait une grave erreur de la part de ce pouvoir-là. Et puis, en plus, je pense qu'il y a eu suffisamment de morts, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, il faut négocier. Donc, c'est une possibilité. Par contre, c'est le processus qui est proposé qui n'est pas forcément très adapté dans la mesure où les opposants ou les partis d'opposition ne sont pas forcément associés, selon ce que j'ai pu entendre de l'élément, ne sont pas très associés au processus. Et ça, c'est dommage, parce que dans la plupart des cas, dans les pays africains, les chefs d'État ne jouent pas franc jeu. Il n'y a pas la volonté politique de permettre à l'opposition d'avoir une force ou d'être une force d'opposition sur le terrain et de permettre l'équilibre ou l'égalité des forces dans la gestion des affaires de l'État. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est ce qu'il faut dénoncer. Donc il faut permettre à l'opposition de prendre sa place dans ce dialogue et puis de pouvoir en fait donner la voix et permettre au Burundi de sortir de ce... Alors, officiellement, l'opposition radicale n'est pas présente puisqu'elle n'a pas reçu d'invitation officielle, mais quelques-uns de ses membres participent tout de même à ces assises et cela appelle à recommencer le processus électoral. Est-ce que c'est envisageable, Jean-François ? Je suis frappé d'abord par une chose, que ce soit dans le cas du Burundi ou dans le cas du Congo démocratique, c'est qu'en Afrique, on a une sorte de dérive, une sorte de tendance qui finit par prendre le processus lui-même, la procédure et le procédé pour le but. Le but, c'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est quoi ? Le dialogue, c'est discuter de quelque chose. Et ce quelque chose, on n'en parle pas. On met en place des méthodologies, mais des méthodologies pour faire quoi ? Dans le cas du Burundi, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a des revendications d'un côté qui tendent à reconnaître que le président Nkurunziza aurait violé la Constitution et donc doit quitter le pouvoir. Voilà ce que dit une partie de l'opposition. Et de l'autre côté, nous avons le président Nkurunziza qui, à tous les prix, et d'ailleurs il nous a apporté des preuves tous les jours de son pouvoir depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à tous les prix, il restera au pouvoir jusqu'à la fin du mandat. Alors, qu'est-ce qu'on discute ? De quoi discute-t-on ? Discute-t-on de la poursuite du pouvoir de Nkurunziza seul ou avec l'opposition, mais il faut mettre les éléments sur la table. Ces éléments ne sont pas sur la table aujourd'hui. Une partie de l'opposition, les revendications de l'opposition sont pareilles que celles qui avaient été énoncées avant les élections et après les élections. Ça n'a pas fait bouger d'un iota et il suffit d'entendre le ministre qui a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas d'issue. D'autant plus que le médiateur, le propre d'un médiateur, c'est qu'il n'a pas de moyens coercitifs. Il n'a pas de moyens de contrainte sur les partis. Il peut juste se proposer, il peut indiquer des voies et des moyens. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce dialogue est voué à l'échec ? Malheureusement, je suis obligé de vous dire oui, j'aimerais bien dire non. Enfin, je suis obligé de vous dire oui, c'est ça. Oui, j'aimerais bien vous dire non en considération de la population burundaise. Monsieur Diomandé, vous partagez ce point de vue ? Oui, le dialogue n'aboutira pas parce que le président actuel n'a pas la volonté d'aller au dialogue. D'abord, il a violé la Constitution en sachant ce qu'il voulait faire. Maintenant, il a confisqué le pouvoir, il a violé la Constitution, il n'a pas envie
d'aller discuter avec les opposants. Il veut trier ses opposants pour discuter. Or que l'opposition réelle n'accepte pas sa présidence. Et ce qui me frappe encore, je reviens à l'Union africaine et à la communauté internationale, ils ont vu tout ça venir. Ils n'ont pas pris la précaution nécessaire pour dire à ce monsieur qu'il veut mettre le feu à son pays. On n'a pas eu à le contraindre de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Et aujourd'hui, ça fait plus de 500 morts et plus de 1 millier de personnes qui sont hors de leur pays. Et ça, c'est inacceptable. Les Africains doivent prendre leur responsabilité. Mais quelle serait la solution finalement, Jean-François? Est-ce qu'il faudrait envisager une intervention militaire à ce jour au Burundi? Envisager une opération militaire, c'est toujours une chose extrêmement délicate parce que un conflit armé sur quelque chose qui est armé, une opération militaire de la part de qui? De la part de l'Union africaine. De l'Union africaine, l'Union africaine jusqu'à maintenant ne s'en est pas montrée capable. D'abord, d'avoir une volonté politique ferme. Elle ne l'a pas eue. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'Union africaine va pouvoir dégager une armée, d'autant plus que l'Union africaine n'a pas d'armée, ce sont les États membres de l'Union africaine qui devront composer une coalition. Le Conseil de sécurité, il est à souhaiter. Et aujourd'hui, la solution, par exemple, dans un certain nombre de conflits en Afrique, il y a des troupes internationales qui viennent avec un mandat clair de protection de la population civile. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de protéger les Burundais. Après, le reste, le processus politique peut prendre son temps, mais il faut d'abord protéger les Burundais. Merci pour toutes ces précisions, Jean-François. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.